Imaginez un monde sans Google. Non, sérieusement, un monde sans Google. Un monde dans lequel vous ne pourriez pas connaître le pédigré de votre rendez-vous galant du lendemain soir. Un monde dans lequel vous ne pourriez pas connaître d'un clic de souris le PIB du Kazakhstan. Un monde dans lequel, si vous n'êtes pas bien, vous ne pourriez pas utiliser votre ordinateur pour savoir si vous avez besoin d'une aspirine ou du SAMU. C'est incroyable. Il y a tout juste 10 ans, Google n'existait pas. Et 5 ans plus tôt, il n'existait aucun moyen de lancer des recherches sur Internet. Ce qui posait un sacré problème. Parce que à quoi pouvait servir le World Wide Web si on ne pouvait pas le parcourir et aller là où on le souhaitait? Les entreprises qui se sont frottées à la recherche sur le web comptent certains des noms mythiques de l'histoire du net, comme Yahoo et Excite. Mais si les gens qui ont créé ces services faisaient partie des esprits les plus brillants des annales de l'économie américaine, ils se sont montrés incapables de trouver la solution. Ce sont deux jeunes cracks de 20 ans et des poussières, mordus d'informatique, qui ont résolu le problème de la recherche sur le web. Je vais vous raconter comment ils ont fait et comment ils sont devenus multimilliardaires par la même occasion. Je m'appelle John Heilemann, je suis journaliste et j'ai enquêté sur la révolution de la recherche sur le web depuis ses origines. L'histoire que je vais vous raconter couvre les innovations technologiques qui ont servi de base à cette révolution et le bouleversement économique qu'elles ont engendré. C'est une saga passionnante, faite d'ambitions féroces, d'ingéniosité, d'occasions saisies et d'occasions manquées, de réunions et de manœuvres secrètes qui n'ont jamais été divulguées. Jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous tapez mon nom, John Heilemann, dans un moteur de recherche, vous découvrez en un quart de seconde que je suis journaliste de magazine et vous pouvez prendre connaissance de la plupart des choses que j'ai écrites. Étant donné qu'il existe plus de 150 millions de sites et plusieurs milliards de pages sur la toile, la technologie qui permet une recherche aussi précise tient du prodige. Un prodige que la plupart d'entre nous ont fini par trouver parfaitement naturel. C'est oublier qu'il y a un peu plus de 10 ans, le web ressemblait à ceci. Des pages et des pages de texte, des listes interminables de phrases soulignées. Trouver une information sur la toile relevait de l'impossible. Il n'existait aucun moyen de lancer une recherche. Tout ce que vous pouviez faire était suivre des liens en espérant qu'ils vous mènent à une page utile. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, comment le miracle de la recherche sur le web est survenu, il nous faut remonter à l'ère pré-Google, à l'histoire de sociétés comme Yahoo et Excite qui ont préparé le terrain pour Google et sont devenus ses principaux ennemis, et nous rendre dans un petit coin de Californie dont vous avez peut-être entendu parler. La Silicon Valley en Californie. Cette région de 50 km de long est le lieu incontournable pour qui souhaite inventer l'avenir et faire fortune par la même occasion. C'est le berceau de légendes de la technologie comme Apple, Intel et Oracle. Le cœur de la Silicon Valley, la pépinière du secteur des nouvelles technologies, la source d'innombrables idées lumineuses, n'est pas une société. C'est l'université de Stanford. Et c'est ici, à Stanford, que se trouvent les racines de la recherche sur Internet. Nous allons nous intéresser à deux tirs au flanc, nommés Jerry Yang et David Filo, qui se sont retrouvés livrés à eux-mêmes après le départ de leur professeur en congé sabbatique. Si vous voulez faire comprendre à vos enfants l'importance d'être assidus dans leurs études, de toujours faire leurs devoirs, ce n'est peut-être pas une histoire à leur raconter. Car c'est en s'amusant que Jerry et David ont l'idée qui va devenir la base de l'une des sociétés les plus connues des États-Unis et faire d'eux des milliardaires. Aujourd'hui, cette société s'appelle Yahoo et c'est l'un des sites les plus visités du web. Tout commence lorsque Jerry et David essayent d'utiliser Internet pour remporter un jeu de fantasy basketball à Stanford. Tous deux sont étudiants en électrotechnique et ont accès au web. Ils le parcourent inlassablement, site après site, en quête d'informations sportives mises à jour. David a trouvé comment aller sur tous ces sites pour récupérer les données des matchs de basket de la veille. Il a réuni toutes les informations et les a traitées pour essayer de savoir quelles équipes avaient changé de joueurs, etc. Difficile d'imaginer un passe-temps plus anodin que le fantasy basketball. Et pourtant, c'est en furetant partout à la recherche d'obscures informations sportives sur Internet que Jerry et David posent les premiers jalons de la recherche sur le web. Pour comprendre ce que c'était et ce qu'Internet avait à offrir, il fallait une sorte de guide. Un répertoire qui vous aide à naviguer dessus. L'idée est simple, mais brillante.
Un répertoire qui apprendrait aux néophytes de l'Internet à trouver ce qu'ils cherchent dans ce nouveau monde électronique. Mais cela n'a rien à voir avec la recherche d'aujourd'hui. Ce n'est encore qu'un ensemble de catégories et de sous-catégories dans lesquelles on peut butiner. C'est un répertoire primitif compilé à la main par 2 fans d'informatique qui ont passé des heures à parcourir le plus grand nombre de sites possibles avant de les classer. Primitif ou non, ce site baptisé Guide de Jerry et David pour le World Wide Web est le premier du genre et se révèle immensément populaire. Des millions d'internautes du monde entier affluent. Jerry et David comprennent vite qu'ils ont besoin d'un nom plus court, plus percutant, un nom accrocheur. Yahoo est une idée superbe, mais une idée superbe ne suffit pas pour devenir une grande société. Il faut de l'argent, beaucoup d'argent. Heureusement, ce n'est pas ce qui manque dans la Silicon Valley. La plus grande partie provient de ces bâtiments de Sand Hill Road, où se trouvent les bureaux de grands noms du capital risque de la vallée. Je ne sais pas à quoi je m'attendais la première fois que je suis venu ici. Des rues pavées d'or, ce genre de choses. Mais voilà ce que j'ai trouvé. Un complexe d'immeubles de bureaux quelconque. On dirait un village alpestre. Pourtant, c'est derrière ces portes que travaillent les capital risqueurs, ces gens qui gèrent des fonds d'investissement de plusieurs milliards de dollars, ces gens qui décident quelle start-up se voit accorder une chance et quelle autre ne verra jamais le jour. L'une des meilleures sociétés de capital risque s'appelle Sequoia Capital. Son associé le plus célèbre, Michael Moritz, décide de rendre visite aux jeunes fondateurs de Yahoo dans leur caravane de Stanford. À l'intérieur régnait un désordre indescriptible. C'était le cauchemar de toute mère. Des cartons de pizza partout, des ordinateurs et du matériel électronique éparpillés à droite, à gauche, les stores baissés, une température avoisinant les 30 degrés, c'était un taudis étouffant. C'était le bordel. Les raisons d'hésiter à investir dans Yahoo ne manquaient pas. Et il n'était que 2. Le modèle économique était, pour être sympa, nébuleux. On devait trouver un moyen de gagner de l'argent et jusqu'à ce moment-là, on n'avait eu aucun revenu. La réalité est même pire. À l'époque, personne sur la planète n'a trouvé comment gagner de l'argent avec Internet. Mais Yahoo va changer tout cela et contribuer de ce fait à lancer la ruée vers l'or dont le web sera bientôt le théâtre. En 2007, les sociétés de recherche sur le web comme Yahoo et Google ont généré des milliards de dollars de revenus et de bénéfices, suscitant l'envie des chefs d'entreprise du monde entier. Mais à l'aube du web, personne ne l'utilise pour faire des affaires ou du commerce. La simple idée est considérée comme hérétique, voire diabolique par certains. Je me souviens très bien des débats lors des tentatives pour définir la culture du web. Au milieu des années 90, le cœur de la web culture n'est pas dans la Silicon Valley. Il est ici, dans ce petit parc du sud de San Francisco. C'est dans cette rue qu'ont été lancés Wired Magazine et son homologue en ligne, Hot Wired. Je travaillais ici à l'époque, et les discussions sur l'ouverture imminente du web au commerce étaient très animées. On pouvait les résumer en un mot. Publicité. La publicité divise la communauté naissante du web. D'un côté, les capital risqueurs et d'autres financiers estiment qu'Internet est un nouveau média et que les médias ont toujours été soutenus par la publicité. Il y avait 100 ans d'histoire des médias derrière qui nous disaient « Si vous arrivez à réunir un large public au même endroit, vous pourrez leur vendre de la publicité. » Il ne fallait pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre cela. D'un autre côté, les utopistes d'Internet voient le web comme un vecteur de liberté. Ce n'était pas un environnement commercial. Les internautes n'étaient pas des hommes d'affaires. C'était des étudiants, des chercheurs, qui se livraient à des expériences sur cette nouvelle invention. Mais Jerry Yang et David Filo ont fait appel au capital risque. Ils se sont lancés dans la création d'une entreprise. Yahoo doit trouver un moyen de faire de l'argent, coûte que coûte. Jerry et David s'inquiétaient beaucoup des réactions et des répercussions de la publicité sur leur site web. Et ils craignaient que cela ne plaise pas à leurs internautes et qu'ils se rebellent. Pour les fondateurs de Yahoo, c'est un dilemme. En acceptant la publicité, ils risquent d'éloigner leurs fidèles, mais ils ne disposent d'aucune autre option viable. Que peuvent-ils faire d'autre? À ce moment-là, la publicité nous est apparue comme le meilleur choix. Mais on était vraiment inquiets. C'était très dur, très dur.
On ne savait absolument pas comment ça serait perçu. Est-ce qu'il y aurait une réaction négative? Est-ce qu'on n'allait pas déclencher une vague de cynisme en intégrant des intérêts commerciaux dans ce type d'environnement informatif utopiste? Fin 95, Yahoo accueille ses premières bannières publicitaires. L'entreprise retient son souffle et croise les doigts. C'était l'angoisse quand on a mis la première publicité. On s'est dit, bon sang, est-ce que ça va marcher? Leur angoisse se révélera vaine. Les adeptes de Yahoo se multiplient. Et qui dit plus de fréquentation, dit plus d'annonceurs, prêts à débourser plus pour mettre leur bannière devant un nombre croissant de perdus. Pour la première fois, Yahoo démontre qu'il est possible de faire de l'argent sur le web. C'est un moment crucial de l'histoire qui marque le début du boom Internet. C'était presque comme le top départ d'une course. En 96, Yahoo doit faire face à une concurrence multiple qui gagne du terrain. Infoseek, AltaVista, Lycos, mais le premier rival de Yahoo est une société appelée Excite. À première vue, Excite ressemble en tout point à Yahoo. C'est aussi une start-up dédiée à la recherche sur Internet, fondée par des étudiants de Stanford nourris aux burritos, qui ont simplement remplacé la caravane miteuse par un pavillon miteux de banlieue. Mais la technologie mise au point par Excite est beaucoup plus sophistiquée que celle de Yahoo. Plutôt que de représenter une liste compilée et classée en catégories par des humains, Excite est purement logiciel. Lorsque vous entrez une requête, le service parcourt le web et trouve les pages contenant le terme en question. C'est la version rudimentaire de la recherche telle qu'on la connaît aujourd'hui. Quand on a démarré, on était 17e sur 17. Et on savait qu'un an plus tard, on serait numéro 1, numéro 2, ou on serait mort. Quand ils sont menacés par la perspective d'extinction, les gens ont tendance à redoubler d'ardeur. La cupidité prend le dessus. L'ambition, l'envie sont exacerbées. En 97, Internet explose. Des millions de personnes affluent pour voir l'objet de toute cette agitation. Des sociétés comme Yahoo, Excite et d'autres moteurs de recherche se convertissent en portails. Des sites relais saturés de services hétéroclites, depuis le cours de la bourse aux emails, en passant par le forum de discussion. Ce sont de véritables fêtes foraines virtuelles, tapissées d'enseignes et de bannières clignotantes, conçues pour transformer les internautes en audience captive au profit des annonceurs. Les gens se sont lancés à fond dans l'innovation et dans la compétition, à un rythme effréné, intenable sur la durée. Il y avait une véritable émulation. On lançait la personnalisation, Yahoo lançait la personnalisation. Yahoo lançait sa messagerie, on lançait une messagerie. Je me sers de Yahoo pour écrire un livre sur le claquement de doigts. C'était un peu confus pendant les premières années. Personne ne savait jusqu'où ça irait. Si elles rencontrent un beau succès, les sociétés de recherche sur le web s'éloignent de ce qu'elles étaient au départ. En faisant le choix de la luxuriance, elles perdent de vue ce qui attirait les internautes. La nécessité de trouver des informations sur un web en pleine expansion. Autrement dit, les sociétés dédiées à la recherche délaissent la recherche. De fait, lorsqu'il s'agit de localiser des informations pertinentes sur le web, Yahoo, Excite et les soi-disant moteurs de recherche sont franchement mauvais. Vous pouvez passer la journée à taper différentes combinaisons de mots et faire chou blanc. La plupart des résultats que vous obtenez sont des liens vers des sites essayant de vous vendre des choses dont vous ne voulez pas et sont souvent pornographiques. En résumé, le monde aspire à un outil nettement plus efficace de recherche sur le web. Sans surprise, il naîtra de la même institution qui a déjà donné naissance à Yahoo et Excite, Stanford. Une fois de plus, le nom de la société est évidemment loufoque. Google. Une déformation du mot gogol, un terme de mathématiques correspondant à 10 puissance 100. Et encore une fois, les fondateurs sont deux mordus d'informatique à peine socialisés. Larry Page et Sergey Brin. Ils se rencontrent au printemps 96, lors d'une visite guidée de San Francisco pour les futurs étudiants en master de Stanford. Sergey, un jeune russo-américain séduisant et altier, dirige la visite.
Il avait 19 ans, ce qui est très jeune, l'un de nos plus jeunes étudiants au doctorat. Je me souviens qu'il était assez brusque. C'est le genre de personne qui répond du tac au tac et qui a des idées très arrêtées. Larry est l'un des étudiants du groupe ce jour-là. Un gars du Midwest, fils d'universitaire. Son seul titre de gloire à cette époque est d'avoir construit une imprimante jet d'encre en Lego. C'est un garçon modeste, très calme, pas le genre de type qui vous fait dire « Waouh » quand vous le voyez. Vous vous dites juste « Il a l'air sympa ». C'est Larry qui a l'éclair de génie qui va transformer la recherche en un outil magique et lancer Google. Au vu de la portée sociale, culturelle et sans aucun doute financière de son idée, on pourrait penser qu'elle est incroyablement complexe. Sous sa forme basique, elle est assez simple. Il commence par voir le web comme un concours permanent de popularité et se dit que le nombre de sites qui renvoient à une page web donnée peut servir de mesure de l'utilité et de la pertinence de celle-ci. Larry Page voit les renvois entre les sites web comme des formes de recommandation. Avec Sergey Brin, il crée Google à partir de cette conviction. Dans un article universitaire de 98 devenu célèbre, ils expliquent. En gros, Google interprète un lien d'une page A vers une page B comme un vote de la page A pour la page B. Google évalue l'importance d'une page en fonction des votes qu'elle reçoit. Fin de citation. En d'autres termes, quand un site sur Abraham Lincoln, par exemple, est référencé 15 millions de fois, cela veut dire qu'un très grand nombre de personnes l'a trouvé utile. Un autre site sur Lincoln, qui serait référencé, disons, 11 fois, n'aurait impressionné presque personne. Cette découverte conduit Larry et Sergey au raisonnement suivant. Pour trouver les sites les plus pertinents, il faut compter les liens. L'idée de Larry de compter les liens est lumineuse de simplicité et elle sera finalement au cœur du succès incroyable de Google. Larry l'a-t-il entrevu à l'époque? Pas du tout. La première personne à avoir vu Google en action est l'un des professeurs d'informatique de Larry et Sergey, Héctor Garcia Molina. On s'est amusé un moment dans mon bureau à compter les liens retours, comme on les appelle. Combien de pages renvoient à la vôtre? Donc on a regardé la page d'accueil de Stanford et on l'a comparée à celle des autres facultés, le MIT ou Berkeley, qui sont nos concurrents. Et on s'est beaucoup amusé à voir lequel de ces sites était plus important que les autres parce que plus souvent référencé. Quand Larry et Sergey lancent Google sur le site web de Stanford, tous ceux qui le voient comprennent qu'ils ont affaire à un outil hors du commun. Voilà un moteur de recherche qui redonne la priorité à la recherche. Depuis leur bureau d'étudiants du campus de Stanford, montré ici sur ces images inédites, Larry et Sergey peinent à gérer la popularité galopante de leur invention géniale. Il y avait tellement de trafic sur Google que le serveur Internet de l'université de Stanford était presque à genoux. Donc l'administration de l'université leur a dit « il faut quitter le campus ». En voyant aujourd'hui la valeur boursière de Google, plus de 200 milliards de dollars, son gigantesque campus de la Silicon Valley et la révolution culturelle qu'il représente, on imagine que les investisseurs ont dû se bousculer, surtout au plus fort de la bulle Internet, lorsque les projets les plus ineptes croulaient sous les financements. Pourtant, à l'époque, la réaction des financiers n'est pas « c'est du tout cuit », mais plutôt « oh non, encore un moteur de recherche ». L'une des premières voix dissidentes dans ce concert de scepticisme est celle de Vinod Khosla, géant du capital risque et gourou des nouvelles technologies, cofondateur de Sun Microsystems. Je les ai rencontrés, je les ai appréciés et je leur ai dit que j'aimerais beaucoup travailler avec eux. Je les ai présentés à Excite en disant « c'est un excellent moteur de recherche avec une meilleure approche ». Le raisonnement de Vinod Khosla est simple. À l'époque, c'est un des investisseurs de la société Excite. Il se dit que si Excite achète ou obtient la licence de la technologie Google, cela lui conférera un avantage dans la lutte contre son ennemi juré Yahoo, qui semble dominer chaque bataille et vaincre tous ses opposants dans la guerre des portails. S'il ne veut pas finir écrasé par Jerry Yang et David Filo, Excite a besoin de munitions fraîches. Tout stratège militaire vous dira que pour gagner une guerre, il faut sceller les bonnes alliances. Dans l'espoir d'arriver à une association entre Excite et Google, Vinod Khosla arrange un rendez-vous entre le directeur technique d'Excite, Graham Spencer, et Larry et Sergey dans ce restaurant japonais. C'est un restaurant assez grand, mais ils ont des salles privées dans le fond, donc on est allé à l'arrière. Les gars de Google étaient déjà là. C'était une table très basse. Tout le monde était assis par terre. On a enlevé nos chaussures et on s'est assis et on a commencé à parler recherche.
Larry et Sergey espèrent viabiliser leur projet. Ils ont préparé un test pour démontrer que leurs résultats de recherche sont meilleurs que ceux d'Excite. Ils allument leur ordinateur portable et montrent le résultat à Graham Spencer. La technologie de Google était très impressionnante et les résultats qu'ils nous montraient avaient l'air bons. J'étais vraiment intrigué. À son retour, Graham Spencer va parler de la technologie Google au directeur général d'Excite, George Bell, et Vinod Khosla fait de même. Il y avait beaucoup de réticences. Ils avaient une vision plutôt rigide. Pour eux, la recherche était générique. On peut faire pareil, on est presque aussi bon, ce n'est pas grave. Ce n'était pas une question d'argent, puisque Google valait une bouchée de pain à l'époque. Ils auraient pu l'avoir pour quelque chose comme $1 million. Il vaut 100 milliards aujourd'hui. Attendez, redites-moi ça? Excite aurait pu acquérir Google pour $1 million? Autant dire une misère dans la Silicon Valley. La société vient de laisser passer le contrat du siècle. Bien sûr, avec le recul, je pourrais lever la main et dire « D'accord, je suis un crétin ». Mais les gens ne pensaient pas pouvoir faire de l'argent avec la recherche. Ou si c'était le cas, ils ne pensaient certainement pas que c'était un filon. Il faut être honnête, la recherche est un filon. C'est un filon. Mais Excite n'est pas le seul à ne pas saisir le potentiel de Google. Toutes les sociétés de recherche sur le web de la Silicon Valley les envoient promener. Frustrés, Larry et Sergey vont trouver un de leurs professeurs de Stanford qui se trouve être aussi un entrepreneur en série, un homme nommé David Cheriton. Je crois qu'ils cherchaient une somme d'argent assez modeste, de l'ordre du $1 million. J'avais de l'argent après avoir vendu une start-up à Cisco. Et je travaillais avec Andy Bechtolsheim, un investisseur bien connu de la Silicon Valley. David m'a appelé et m'a dit qu'il fallait absolument que je rencontre les gars de Google. Je suis allé chez lui par un beau matin d'été. Larry et Sergey sont aux abois. Ils pensent tenir quelque chose, mais les prétendus spécialistes de la recherche, certaines des sociétés les plus en vue de la Silicon Valley, ne partagent pas leur avis. Si David Cheriton et Andy Bechtolsheim ne voient pas le potentiel de Google, il sera sans doute temps pour Larry et Sergey de retourner sur les bancs de la fac. Larry est arrivé le premier, puis Sergey et enfin Andy au volant de sa Porsche rugissante. Quand je suis arrivé chez David, Larry et Sergey étaient déjà là. Donc ils sont allés droit au but et m'ont fait une démonstration. On a rencontré ce type, il a regardé notre moteur de recherche, on a parlé un peu. Ils lui ont fait une démonstration pour lui montrer Google, la barre de recherche, la fonction « J'ai de la chance » et les autres outils. J'ai tout de suite compris que c'était une très bonne idée. Je crois qu'Andy a été très vite emballé. En fait, je crois que c'était la meilleure idée que j'avais vue de ma vie. Donc il a dit, je ne veux pas que vous vous sous-évaluiez ou que vous vous préoccupiez trop des histoires d'argent. Si je vous faisais un chèque tout de suite. J'ai couru à ma voiture, j'ai sorti mon carnet de chèques et je leur ai fait un chèque sur le champ. Il est revenu avec son carnet de chèques et il nous a fait un chèque de $100 000. À Google, $100 000. Je crois que c'est Sergey qui a dit « On n'a même pas de compte ». Et Andy a répliqué « Vous le déposerez quand vous en aurez un ». Je ne crois pas avoir jamais signé de chèque sur le champ auparavant. C'est la seule fois de ma vie. Arrêtons-nous une seconde. Combien de gens connaissez-vous prêts à faire un chèque de $100 000 sur le champ à 2 étudiants sans un rond? Plusieurs semblent surréalistes. Mais c'est le genre de choses qui arrivent ici dans la Silicon Valley. Et c'est pourquoi les premiers investisseurs sont appelés des anges, parce qu'ils accomplissent de vrais petits miracles. Andy leur faisait entièrement confiance. Ils n'avaient pas peur qu'ils partent au Mexique avec l'argent. Je me souviens, ils sont repartis enthousiastes en se disant « On va pouvoir le faire ». L'investissement de Andy Bechtolsheim est suivi d'autres chèques signés par d'autres anges pour un total d'$1 million. $1 million peut sembler beaucoup pour 2 étudiants principalement alimentés dans les fast-foods. Mais comme Larry et Sergey le découvriront bientôt, $1 million est peu de choses dans une Silicon Valley en plein boom. Cet homme aux faux airs de Clark Kent, c'est L. John Doerr. Peut-être le plus célèbre et le plus talentueux des capital risqueurs de la Silicon Valley. Financeur de Sun, Compaq, Netscape et Amazon, s'il est un homme qui transforme tout ce qu'il touche en or, c'est bien lui. Et il était probablement inévitable que Larry et Sergey finissent par frapper à sa porte.
Ils étaient tellement convaincus du potentiel de croissance de la recherche sur le web que j'ai demandé alors combien. Et Larry Page, très sérieusement, m'a répondu « Bah, 10 milliards. » J'ai dit « 10 milliards ? 1 milliard peut-être. Mais vous parlez de la valeur de la société ? Il a répondu « Non, 10 milliards de revenus. » J'étais abasourdi. Je pensais bien que c'était des entrepreneurs ambitieux, avec une vision prometteuse. Mais je n'aurais jamais cru que Google engrangerait 6 milliards de revenus l'année dernière et 10 milliards cette année, sans aucun signe de ralentissement. Peu de choses éveillent autant l'envie de John Doerr que des ambitions démesurées. Et à cette époque même, les ambitions de Larry et Sergey feraient rougir n'importe qui. Ils veulent ni plus ni moins organiser toute l'information existant dans le monde, la rendre consultable et universellement accessible. Après s'être remis de ses émotions, John Doerr accepte de leur faire un chèque de 12 millions de dollars, auquel Mike Moritz de Sequoia Capital ajoutera 12 autres. Pour les deux capital risqueurs, Google offre des perspectives en or, ce qui ne les empêche pas d'être un peu nerveux. On sentait bien qu'on avait payé un prix colossal pour investir dans la société. Je crois qu'on a pris chacun quelques profondes inspirations quand on a réalisé l'ampleur de ce qu'on venait de faire. Début 99, je reçois un coup de fil de John Doerr qui me demande de passer à ses bureaux. Il veut me montrer quelque chose. Je n'ai aucune idée de ce que c'est, mais quand John Doerr appelle, vous y allez. John me fait asseoir derrière son bureau et me dit qu'il vient de faire un investissement dans une nouvelle start-up, un moteur de recherche. Puis il allume son ordinateur, lance son navigateur et me montre un site web dont je n'ai jamais entendu parler, google.com. La différence est saisissante, tout comme l'extrême simplicité de Google. Et les résultats qu'il produit sont d'une justesse remarquable. Je me tourne vers John et je lui dis « C'est impressionnant, mais il n'y a pas de publicité sur le site, ni rien d'ailleurs. Comment est-ce qu'on peut faire de l'argent avec ?» Et John me répond « Ces gars-là sont en train de résoudre le seul gros problème d'Internet. Si on ne trouve pas comment faire de l'argent avec, il faut laisser tomber. » Trouver un moyen de rentabiliser Google se révèle ardu. Les jours et les mois passent sans déboucher sur un modèle économique et l'inquiétude monte chez les capital risqueurs. Les gens qui travaillaient pour Google n'avaient aucun moyen de subsistance. Il n'y avait pas de transfert d'argent. Or, les fondateurs devaient embaucher, payer les employés, acquérir du matériel pour accueillir leurs serveurs, et tout cela demandait de l'argent. Google débourse près d'un demi-million de dollars par mois. À ce train-là, les 25 millions que la société a en banque ne dureront pas longtemps. La solution la plus logique serait de suivre les modèles de Yahoo et d'Excite et de placer des bannières publicitaires sur le site. Mais Larry et Sergey prennent ce qui s'avérera l'une de leurs décisions les plus courageuses et les plus avisées et refusent de choisir la facilité. Ils ne supportent pas l'idée que Google puisse se transformer en un portail saturé comme les autres. Larry, Sergey et les autres Googlers avaient développé une allergie à ces sites tapissés de bannières publicitaires, de trucs clignotants, de fenêtres intempestives et de toutes ces choses qui ne sont pas d'une grande utilité. Ils voulaient laisser une bonne impression aux internautes. Ils voulaient des publicités qui aient un sens pour les gens. Larry et Sergey ne sont pas contre la publicité en soi. Ils veulent simplement qu'elle ait une forme plus conviviale, adaptée au web. Mais ils ne savent pas encore laquelle. Le temps passe et les finances s'amenuisent, jusqu'à cette démarche qui sera la plus controversée de la jeune société. Dans le plus pur style de la Silicon Valley, ils trouvent la solution à leurs problèmes chez quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre est cet homme, Bill Gross. Basé à Los Angeles, Bill Gross n'a aucun lien avec Google. Il dirige une petite société appelée Ideal Lab, un incubateur d'idées novatrices et de start-up qui les font éclore. C'est Bill Gross qui résout l'équation de la publicité sur Internet et qui sauve indirectement Google.
J'évolue dans la vie en repérant les problèmes et en cherchant des moyens de les résoudre, que ce soit des problèmes du quotidien, comme la circulation, des problèmes de santé ou des problèmes technologiques. Je regarde toujours tout en me disant comment est-ce qu'on peut faire mieux. Et j'essaie notamment de voir s'il existe un moyen d'utiliser la technologie pour y parvenir. Au fil de sa carrière, Bill Gross a touché à tout, des robots aux panneaux solaires. Mais à la fin des années 90, son obsession est la publicité sur le web. Quand j'ai vu ce problème particulier et que toutes les sociétés cherchaient une forme de publicité plus efficace, je me suis dit, comment est-ce qu'on peut améliorer ça? Qu'est-ce qui ne va pas dans la formule actuelle? Qu'est-ce qu'on aimerait avoir? Avec le recul, l'idée de Bill Gross, comme celle de Larry Page, de compter les liens, brille par sa simplicité. Elle naît d'une prise de conscience. Lorsqu'un internaute entre une requête, il ne dit pas seulement au monde ce qui l'intéresse, il dit souvent au monde ce qu'il aimerait acheter. Si je tape les mots Bob Dylan, je dis au minimum que je m'intéresse à lui et peut-être que j'ai envie d'acheter son dernier album. Maintenant, ajoutez cette information à tous les autres noms de musiciens que j'ai entrés dans Google et tout à coup, vous avez le portrait détaillé d'un mélomane. Un portrait qui vaut son pesant d'or pour l'industrie musicale. C'est ce que Bill Gross comprend avant tout le monde. Qu'un moteur de recherche peut être l'outil d'étude de marché le plus puissant et le plus efficace du monde. Dans le jargon technique, les termes que vous tapez dans un moteur de recherche sont appelés des mots-clés. Et Bill Gross comprend qu'ils valent une fortune. Les mots-clés sont l'avenir du commerce. Ils sont très utiles parce que lorsque quelqu'un tape un mot-clé dans un moteur de recherche, il ouvre une fenêtre sur ses intentions du moment. Il suffit qu'il tape quelques mots. Leur valeur est inestimable. Bill Gross pense pouvoir vendre des mots-clés aux annonceurs. BMW, par exemple, délirait sa bourse pour obtenir qu'un lien vers le site BMW apparaisse dans les premiers résultats chaque fois qu'une personne entre le mot voiture dans un moteur de recherche. Mais même parmi les collaborateurs de Bill Gross, l'idée de payer pour un positionnement semble indécente, inacceptable. C'était très choquant aux yeux de certaines personnes présentes à cette réunion. Certains disaient « on ne te laissera pas faire ». J'ai dit « mais c'est comme les pages jaunes, pensez au service qu'elles rendent ». J'ai quitté la réunion, j'ai couru à mon bureau, j'ai attrapé les pages jaunes, je suis revenu, je les ai posées sur la table, je les ai ouvertes et j'ai dit « regardez comme c'est utile, vous cherchez quelque chose, il y a des publicités payantes et c'est ce que le client veut quand il cherche un plombier. Pourquoi ne pas le faire dans un moteur de recherche? Pourquoi ça ne marcherait pas ?» C'était cela la grande idée. La recherche pouvait suivre le modèle des pages jaunes. Bill Gross finit par convaincre les sceptiques de sa société et en 98 lance un site fondé sur les mots-clés et les liens sponsorisés qui prendra finalement le nom d'Overture. Le succès est immédiat. Le PDG de la société est venu me voir et m'a dit « on a des milliards de microtransactions, de transactions qu'on gère. C'était vraiment incroyable. J'ai pris conscience qu'on tenait quelque chose d'énorme. » Ce que Bill Gross ne sait pas, c'est que depuis la Silicon Valley, ces mouvements sont observés et que Google va trouver dans son idée la solution à son problème de modèle économique. Larry et Sergey sont tombés sur un petit site en pleine expansion avec des listes de liens sponsorisés appelés Overture. Larry en particulier, je crois, s'est dit que ce serait une piste à suivre pour Google, une idée à explorer. Les gars de Google organisent une réunion avec Bill Gross, qui sera suivi de beaucoup d'autres. L'histoire économique est souvent marquée par ces réunions à huis clos avec des géants en herbe. J'ai rencontré Larry et Sergey et on a parlé d'un moyen de combiner le système de positionnement payant de GoTo à la pertinence incroyable des résultats de recherche de Google. On en a parlé plusieurs fois. Parfois, les réunions se terminent bras dessus, bras dessous. D'autres fois, ce n'est pas le cas, comme avec Google et Overture. Le mystère plane toujours sur ce qui s'est passé exactement, mais on connaît les grandes lignes. Larry et Sergey quittent les réunions sans parvenir à un accord, et peu après, Google lance un service appelé AdWords, qui ressemble étrangement à celui d'Overture. Vous trouvez ça louche? Vous pouvez. Bill Gross poursuit Google pour cette similitude et l'appropriation qu'elle suggère. Mais finalement, les deux parties s'arrangent à l'amiable. Et une chose est sûre, l'arrangement comprend suffisamment de parts de Google pour contenter Bill Gross. On pensait que ça ajouterait de la valeur, mais jamais que ça aurait ce type d'impact, ni que ça déboucherait sur un modèle économique en ligne aussi viable. Cela dit, on est ravis que cela ait été le cas.
Google apporte quelques modifications notables à l'idée originale de Bill Gross. En particulier, il sépare les publicités de ce que l'on appelle le référencement naturel. Regardez la page Google qui nous est aujourd'hui si familière. Voici la barre de recherche dans laquelle vous entrez votre requête. Voilà les résultats naturels générés par l'algorithme de pertinence de Google. Et ici, en haut à droite, vous avez les publicités. Des liens sponsorisés en bleu pour lesquels les entreprises payent et qui ont permis à Google d'engranger plusieurs milliards de bénéfices au cours des dernières années. Il est clair que l'interface était plus agréable que ces sites web qui ressemblaient à la 42e rue ou à Times Square à 2 heures du matin. Et ils se sont dit que ce serait également mieux pour les annonceurs parce que cela leur apporterait plus de clients. Pour le début 2000, c'était une idée incroyablement astucieuse. Ce faisant, Google ne balise pas seulement la route de son succès commercial, il pose aussi les fondations de l'essor fulgurant de la publicité sur Internet au sens large. Désormais, grâce à AdWords et à d'autres services similaires chez Yahoo et Microsoft, quiconque souhaite proposer ses produits en ligne, que ce soit des voitures ou une banque, en passant par le berger de l'Oural commercialisant ses tapis en peau de chèvre, dispose d'un outil à l'efficacité chiffrable pour être présent sur le marché mondial. Ce que nous appelons aujourd'hui la net economy est né avec Google comme premier rôle. Le 19 août 2004, Google entre en bourse en proposant ses actions sur le Nasdaq. Au cours des 5 années précédentes, le revenu annuel de la société est passé de 0 à la somme vertigineuse de 3 milliards de dollars. Et le nom Google est devenu célèbre. L'introduction en bourse provoque une frénésie de spéculation et de conjectures, en particulier parmi ceux qui espèrent une relance d'un secteur des nouvelles technologies encore convalescent de l'éclatement de la bulle Internet. Dans la Silicon Valley, on voit souvent à cette époque un autocollant sur les pare-chocs disant « S'il vous plaît, donnez-nous une autre bulle ». Mais le choix de Google pour son introduction en bourse en irrite plus d'un. Et le jour J, on s'attend à un désastre. Je me souviens de ce matin-là. J'étais assis dans une salle de conférence équipée d'une télévision et je regardais les gens de CNBC évoquer l'échec cuisant qu'allait être cette entrée en bourse et la très faible probabilité d'un succès. La controverse entourant l'introduction en bourse vient du choix de Google d'un système d'enchères inhabituel pour vendre ses actions. Ce choix rebute une grande partie de Wall Street qui profite largement des méthodes conventionnelles. La tournée de Google destinée à créer de l'intérêt autour de son entrée en bourse dans le monde de la finance reçoit des critiques assassines. Les dirigeants de la société passent pour froids et arrogants. L'entrée en bourse de Google a défrayé la chronique financière et beaucoup des magnétos de Wall Street considéraient que ce n'était pas ainsi que les introductions en bourse devaient être menées. Les gros bonnets de Wall Street sont dans la salle de conférence de la tour Nasdaq, à Times Square, avec John Doerr, Eric Schmidt, Larry Page et moi. La tension est palpable. La seule chose qui détendra l'atmosphère, c'est quand Larry posera ses fesses bientôt milliardaires dans une assiette de crème fraîche. C'est surréaliste. Vous avez cet énorme mur de pixels et de graphiques, et vous avez l'impression que toute l'économie du monde défile devant vos yeux. Et puis Larry et Eric montent sur la scène. Tout le monde attendait avec impatience l'ouverture du marché. Et c'était parti. À midi, les transactions ont commencé et la première cotation était à 100 $, 15 $ de plus que le prix d'introduction. Et elle n'est jamais descendue en dessous. En dépit des turbulences, l'entrée en bourse de Google est un succès si l'on s'en tient à la mesure qui importe le plus. Quiconque a acheté des actions ce jour-là et a eu la chance ou l'intelligence de les conserver a fait une superbe opération. 3 ans après l'entrée en bourse, le titre Google dépasse FedEx, McDonald's, Coca-Cola, Intel, IBM ou Walmart. Les actions qui se négociaient à 100 $ en valent aujourd'hui près de 700 et Sergey Brin et Larry Page sont aujourd'hui classés parmi les 30 premières fortunes de la planète. L'expansion de Google est sans équivalent dans l'histoire, c'est tout. S'ils sont très vite entrés dans le classement des 500 plus grandes fortunes de tous les temps, les fondateurs de Google ont toujours tout fait pour que leur entreprise ne soit pas perçue comme un empire insatiable, à l'image de Microsoft à son apogée par exemple.
La devise de l'entreprise est ouvertement altruiste, ne fais pas le mal. Le campus Google est une réminiscence de l'ère de la bulle Internet, avec sa cafétéria gratuite, ses fauteuils poires et ses Segway. Malgré tous ces artifices dédiés au bien-être, Google demeure une machine capitaliste parfaitement huilée qui continue de se nourrir du mariage entre la recherche et la publicité qu'elle a mise au point. Avant que la publicité en ligne ne devienne vraiment efficace, il n'existait aucun moyen de payer tous les programmeurs qui travaillaient sur la partie logicielle. Ils étaient indemnisés. Par exemple, à Sun, on vendait des systèmes ou des équipements et on se servait de cet argent pour payer nos programmeurs Internet. Aujourd'hui, les sociétés du web peuvent payer leurs programmeurs avec les revenus d'Internet, qui proviennent généralement de la publicité. Donc le développement de la technologie et la publicité vont de pair. Mais Google ne se contente pas d'exploiter à fond son cœur de métier. L'entreprise ne se repose pas sur ses lauriers. Au contraire, elle sait pertinemment que dans le secteur des technologies, l'immobilisme est synonyme de suicide commercial. Google injecte ses bénéfices gargantuesques dans d'innombrables expériences et projets, posant son empreinte sur tout ce qui se trouve à sa portée. Il y a la bibliothèque Google, Google Livres, Google Maps et Google Earth. Il y a Gmail, l'agenda Google, le tableur Google et Google Documents. La société a racheté la start-up Blogger pour l'édition personnelle sur le web. Elle a racheté Picasa pour le partage en ligne de photos et bien sûr YouTube pour le partage de vidéos. Pour beaucoup, tout cela fait partie d'un projet de domination mondiale. Et sans surprise, la Google Mania laisse peu à peu la place à une phobie rampante. Cette phobie est sans doute la plus aiguë chez les défenseurs de la vie privée qui s'inquiètent du volume d'informations personnelles stockées dans les bases de données de Google. Mais les libertaires ne sont pas seuls. Les anciens mentors de Larry Page et Sergey Brin montrent également des signes d'inquiétude. Les gens vont comprendre qu'il y a un danger dans le stockage d'un trop grand nombre d'informations sur ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont recherché, et cela va prendre de l'ampleur. Il y aura des conflits. Il y en a eu un en 2006 quand le ministère de la Justice a demandé à voir l'intégralité des index de Google et de 35 autres sociétés. Et Google a dit non. Tout à coup, on s'est rendu compte que notre gouvernement, pour une raison ou pour une autre, essayait en gros de récupérer une copie de l'index de Google. Pour d'autres, l'empire tentaculaire et l'insatiable expansion de Google sont un appel aux armes. Si Exa était mort depuis longtemps, Yahoo a perfectionné son outil de recherche et son offre publicitaire. Une autre société s'est également donnée pour mission d'abattre Google. Microsoft, bien connu pour manquer de réactivité, mais aussi pour être combatif et rester toujours le dernier en lice. En général, s'il y a un beau débouché sur le web et pour un logiciel, Microsoft le découvre assez vite. Et ils ont beaucoup de gens très brillants, ainsi que des actifs et une puissance énorme. En étendant son empire à un grand nombre de secteurs économiques, Google s'est fait de nouveaux ennemis, plus redoutables, en dehors du monde des nouvelles technologies. De Viacom au groupe News Corp, de Rupert Murdoch en passant par les éditeurs de livres et bientôt toute l'industrie des télécoms. Des forces sont en train de se liguer contre Google et la société va devoir relever les défis plus ardus que jamais. S'ils veulent que Google poursuive son ascension fulgurante, Larry, Sergey et les autres Googlers devront être réactifs et constamment novateurs. L'histoire des nouvelles technologies nous a appris que toute société, aussi puissante soit-elle, finit toujours par sombrer. Et si ce n'est pas encore arrivé à Google, ce n'est qu'une question de temps. Google est allé plus loin et plus vite que toute société auparavant, mais ses plus grandes batailles et sa véritable épreuve de force sont encore à venir.